Bonjour tout le monde. Donc, Hugo Lapointe pour la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine. On a droit à une tempête de neige ce matin. Je sais qu'il y en a qui ont bravé cette tempête et il y en a qui sont pas encore arrivés. Mais c'est courageux pour ceux et celles qui l'ont bravé et qui sont arrivés même plus tôt que moi. Donc, je vais essayer de faire ce cours. Habituellement, nous autres, à la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, que ce soit moi ou d'autres collègues, on a des conférences. En fait, on a présenté pas loin de 200 conférences au cours des dernières années. On en a qui durent 20 minutes, on en a qui durent 3 heures. Ce matin, je vais faire plutôt une brève conférence sur l'aspect citoyen du mouvement de Québec meilleure mine au cours des 5 dernières années. Donc, je vous propose une présentation en 4 points. Donc, qui est la Coalition Québec meilleure mine? Rappelez qui nous sommes. C'est le 5e anniversaire de la Coalition Québec meilleure mine qu'on célèbre aujourd'hui même, ou presque. Moi, je pense que ça mérite un applaudissement quand même. Je vais ensuite essayer de brosser un bref tableau de, si on veut, notre plateforme ou nos principales revendications, sans trop passer de temps, parce qu'on va y revenir au cours de la journée à différents moments. Puis enfin, terminer avec une courte analyse du contexte politique actuel et des recommandations qu'on aurait. Donc, qui est la Coalition? La Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, dans le fond, on s'est fondé en 2008, ici même à l'UQAM. Ça avait commencé avec un colloque à la salle des Boiseries. Ça faisait suite à la volonté du gouvernement, à l'époque Charest, de faire la première stratégie minérale du Québec. Ça, c'était à l'automne 2007, je me souviens. Il y avait eu une consultation en ligne, Internet, donc une consultation de qualité. Et on s'était rendu compte à ce moment-là qu'il y avait quand même plusieurs organismes au Québec qui étaient préoccupés par les enjeux sociaux, environnementaux, économiques du développement minier. Et donc, à l'époque, j'étais ici affilié à des groupes de recherche à l'UQAM et on a décidé d'organiser un premier colloque. Je pense même que c'était le 8 février 2008. C'était le 14? Bon, 14, on dit, à Saint-Valentin. Et c'est là où la genèse de la coalition s'est faite. Et au cours des mois suivants, on a formé une coalition, une plateforme. On s'est entendu sur des priorités, des enjeux qui semblaient prioritaires pour le Québec au niveau des mines. Et depuis ce temps-là, dans le fond, nos actions visent à, essentiellement, le gros de nos énergies sont dépensées à essayer d'améliorer les cadres réglementaires et les cadres politiques de l'industrie minière au Québec pour qu'elle ait des meilleures pratiques point de vue social, environnemental, puis économique. Donc, aujourd'hui, on est une trentaine d'organismes, des organismes citoyens, je vais y revenir dans un instant, des organismes environnementaux, bien sûr, comme Nature Québec, Action Boréale, l'Abitibi-Témiscamingue, Réseau québécois des groupes écologistes, Éco-Justice, etc., Mining Watch Canada, une ONG, donc du Québec et du Canada. Il y a aussi des organismes syndicaux, donc la Centrale des syndicats du Québec, un grand syndicat qui regroupe les gens de la fonction publique, surtout dans le milieu de l'éducation, santé. Ensuite, on a le syndicat de la fonction publique du Québec, qui, lui, beaucoup avec les technologues et les techniciens dans les ministères responsables d'encadrer les mines, donc le ministère des Ressources naturelles, le ministère de l'Environnement, le Conseil central de la CSN, Abitibi-Témiscamingue, Ungava, qui est une région minière d'importance, etc. Et des associations de médecins, Association canadienne des médecins pour l'environnement, grosso modo, une trentaine d'organismes qui, collectivement, si on mettait bout à bout tout leur membership, ça représente 250 000 personnes de partout au Québec. Bon, le 5e anniversaire de la Coalition Québec meilleure mine, bravo, c'est le temps de faire un bilan. Où en sommes-nous après 5 ans? Je pense que le principal constat qu'on peut faire au niveau des gains positifs, c'est une conscientisation collective québécoise majeure là, sur les enjeux, non seulement des mines, mais des ressources naturelles au cours des 5 dernières années. Encore il y a 4-5 ans, très peu de gens parlaient ou débattaient des enjeux des ressources naturelles au Québec. Et depuis maintenant 4-5 ans, il n'y a pas une journée dans les médias où on ne parle pas d'enjeux socio-environnementaux, économiques des mines et des ressources naturelles. Donc ça, je pense que c'est important parce que ça a ensuite, à notre avis, une incidence à plus ou moins court terme sur les politiques. On souhaite plus court terme, là, mais donc ça prend cette conscientisation collective et je pense qu'on l'a atteint à plusieurs niveaux.
Au niveau des mesures concrètes, par contre, au niveau des changements concrets dans les lois et les politiques, là, les résultats ne sont pas au rendez-vous encore, ou très peu. En fait, je pense que je peux nommer 2 résultats concrets depuis 5 ans. La hausse modérée des redevances par le gouvernement de Jean Charest en 2010, qui n'est pas encore satisfaisante, mais qui faisait un pas dans la bonne direction. Et hier, l'annonce des garanties financières pour la restauration des sites miniers. Donc, 100% de garantie financière payable à l'intérieur de 3 ans, c'est ce qu'on demandait. Ça, c'est les 2 mesures concrètes. En novembre 2009, nous, on a produit un rapport avec Éco-Justice où on faisait état de 25 recommandations pour améliorer les cadres politiques et réglementaires des mines au Québec. Là, on en a touché à 2 concrètement ces dernières années. Donc, la conscience collective est là. Les résultats tardent à se faire sentir. Mais on a quand même assez bon espoir que les choses bougent d'ici l'été et on espère au cours des prochains mois. Permettez-moi. Donc, mais c'est cette conscientisation collective et les gains, le peu de gains, mais quand même des gains qu'on fait, puis que je pense qu'on va continuer à faire, ça s'appuie sur du concret. Et ça, c'est un message que je souhaite laisser, c'est sans la mobilisation citoyenne sur le terrain, on n'aurait pas les résultats, on n'aurait pas la conscientisation collective qu'on a aujourd'hui, ni l'espoir d'atteindre des résultats. Ici, j'ai fait une liste très sommaire, partielle, de mobilisation citoyenne sur le terrain, des gens, des familles, des collectivités, des municipalités qui, au cours des 5 dernières années, ont eu des difficultés, notamment avec la loi sur les mines, qui n'est toujours pas réformée, ou des difficultés avec des entreprises qui débarquaient littéralement sur le territoire et qui causaient soit des problèmes sociaux ou autres, environnementaux. Donc, je pars, entre autres, de Malartic, qui, pour nous, était le premier cas dans lequel on s'est engagé de façon majeure. Le comité de vigilance de Malartic a été un peu la bougie d'allumage, même, je dirais, de plusieurs des actions de la coalition Québec Meilleure Mine. L'éveil des membres de la coalition aussi s'est fait beaucoup à travers le cas de la mine à ciel ouvert en milieu urbain à Malartic. Ils sont ici aujourd'hui. Ils vont avoir un kiosque dès 11h, entre 11h et 12h30, vous pourrez aller les voir. Je ne passerai pas toute cette liste-là, mais ce qu'on constate, c'est que, et puis je veux souligner aussi quand même, on ne peut pas passer à côté, les gaz de schiste, 2010, 2011, ça pour nous, les gaz de schiste dans le mouvement de Québec Meilleure Mine, ça a été l'éveil d'une plus grande partie de la population québécoise aux enjeux, notamment de la loi sur les mines, qui est la même loi qui encadre les activités gazières, pétrolières sur le territoire, la même loi que celle qui encadre celle sur les mines, les activités minières. Donc, il y a toute une série d'événements qui se sont produits, qui sont importants à considérer et qu'il faut se rappeler constamment pour comprendre que les revendications qu'on a sont ancrées dans les réalités que ces collectivités-là vivent et que les citoyens vivent. Et la liste qui est là, bien sûr, elle est partielle. Je ne vais pas tout la passer, je n'aurai pas le temps. Mais c'était ça l'essentiel de mon message. Et je peux vous montrer en quelques images, peut-être encore pour capter cette réalité de terrain qui nous alimente et qui justifie, en fait, de poursuivre notre mobilisation. Donc, ça a commencé avec le cas de Malartic. On voit ici une image de l'ancienne ville de Malartic, où est aujourd'hui la grande mine à ciel ouvert de la compagnie Osisko, en plein milieu urbain. On a dû déplacer 200 maisons. Ça a été très difficile pour plusieurs dizaines de familles. D'autres familles s'en sont mieux tirées, mais il y en a plusieurs qui ont eu beaucoup de misère. Et aujourd'hui, le challenge, la difficulté, c'est aussi imaginer les gens qui sont à côté de la fosse. Donc, dans certains cas, à 100, 150 mètres des limites du terrain d'exploitation. Donc ça, c'est très proche. On dit bruit, poussière, secousse quand ils font les sautages quotidiens. J'ai été me promener à Malartic, j'ai vu des maisons, des solages craqués, des stuccos craqués, j'ai vu la poussière, j'ai vu ce que c'est. C'est difficile encore aujourd'hui pour plusieurs familles autour de la fosse. Et actuellement, il n'y a personne qui s'en occupe. La municipalité n'est pas là pour les accompagner, ni le gouvernement. Donc ça, nous, c'est une revendication majeure. Il faut se doter au Québec dans les cadres et dans la réforme de la loi sur les mines qui arrive à grands pas, on espère, avant l'été. Il faut se doter de nouveaux cadres pour accompagner ce type de situation-là, accompagner les citoyens qui vivent des difficultés.
outre les enjeux des relations entre citoyens et minières, bon, là, c'était le cas de Malartic, c'est un cas extrême, mais c'est un cas qui parle, puis avec lequel il faut tirer des leçons et surtout ne pas répéter les erreurs. Et ça se reproduit, ça se multiplie un peu partout au Québec. Je pense, entre autres, je vais juste en nommer quelques-uns. À Sept-Îles, actuellement, il y a une grande mine à ciel ouvert qui veut s'installer en zone périurbaine, à peu près de la même taille que celle de Cisco, là, grosso modo. Et ça toucherait à peu près 200 familles, là, plus ou moins directement, des terres privées, des gens qui vivent là. Tous les inconvénients qui viennent avec. Et eux aussi vivent à peu près les mêmes réalités que les gens de Malartic vivaient. Ils veulent un accompagnement, ils ont besoin de conseils juridiques, conseils techniques. Ça change leur vie. Quel est l'impact sur la propriété foncière? En même temps, c'est des gens qui ont une vie quotidienne, ils ont des familles, ils ont un travail, ils n'ont pas le temps de tout s'occuper de ça et de la relation avec la compagnie. Donc, ça devient très difficile. Évin, les gens d'Évin qui sont ici aujourd'hui, même chose, un projet de mine souterraine qui s'installe proche d'un joyau récréo touristique en Abitibi-Témiscamingue qui s'appelle les Monts Kekeko. Moi, je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue et les Monts Kekeko, c'est un peu comme, mettons, l'image qu'on peut avoir, c'est comme le Mont Offord de Rouyn-Noranda, si on veut. Donc, c'est un milieu emblématique pour les gens de Rouyn. Et là, il y a une minière qui veut s'installer à côté des citoyens, à côté de ce joyau récréo touristique, et c'est problématique. Et là, j'en passe, je pourrais nommer plein d'autres cas. Il ne faut pas oublier non plus les dimensions environnementales. Ce que vous avez ici à l'écran, c'est l'image en haut de la municipalité de Val-d'Or, là où s'est installée une mine à ciel ouvert aussi au début des années 2000, à proximité des habitations. Ça a créé des tensions, même à Val-d'Or. Et en arrière-plan, 60 millions de tonnes de résidus miniers qui sont là présentement et dont on va devoir probablement payer la facture pour la restauration qui va s'élever, à notre avis, à plusieurs dizaines de millions de dollars parce que la dernière compagnie qui était là est insolvable et est en train de faire faillite, littéralement. En bas à gauche, vous avez le site pas loin de Chibougamau, un épandage de résidus miniers. Vous avez une vue satellite, donc ça fait plusieurs centaines d'hectares, 17 millions de tonnes de résidus miniers. Bref, c'est des réalités qui sont encore présentes aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Et la question environnementale des sites miniers abandonnés, bon, hier, on nous a annoncé une bonne nouvelle, mais là, on souhaiterait, entre autres, que l'industrie fasse sa part pour restaurer ces dégâts-là du passé et que ce ne soit pas juste les Québécois qui épongent la facture au complet. Les accidents environnementaux se produisent encore. Ce n'est pas juste une histoire du passé, contrairement à certaines affirmations. Ce que vous avez ici en haut à gauche, c'est l'exemple d'un bris de digue qui s'est produit à Chappais en 2008. Un bris de digue à Chappais en 2008 qui a entraîné une coulée de boue de résidus miniers de 11 millions de tonnes qui a coupé un tronçon de la route 113 d'à peu près 30 mètres de large dans le coin de Chappais. Et ça, c'est pas en 1940, c'est en 2008. Et encore en 2011 et 2012, Cliff Resources et à la mine Lac-Bloom, dans le secteur Côte-Nord, 5, pas 1, pas 2, pas 3, 5 accidents, 5 déversements accidentels, dont un de 50 millions de tonnes de résidus boueux qui a affecté 14 lacs en aval. Donc ça, c'est 2011-2012. Et c'est les statistiques du ministère qui nous le confirment. Donc, c'est des réalités encore d'aujourd'hui. Maintenant, je vais